L'histoire de la dernière classe de porte-avions du Japon est quelque peu moins connue que leurs prédécesseurs plus célèbres. En effet, il est parfois facile de penser que la production de porte-avions de flotte de la marine impériale japonaise s'est arrêtée avec Taiho et n'a été suivie à grande échelle que par la conversion de Shinano, mais c'est loin de la vérité. Il y avait une autre classe de porte-avions de flotte prévue avec un nombre surprenant construit et encore plus qui aurait techniquement dû être construit, mais il n'arriverait pas à temps pour aider l'effort de guerre de la marine impériale japonaise et en effet, beaucoup n'arriveraient pas du tout. Comme la classe Essex aux États-Unis, ces navires n'étaient pas des conceptions de guerre d'urgence élaborées après le début du conflit. La conception des deux types a commencé, et pour l'Essex, la construction de certains navires avait débuté avant l'entrée en guerre du Japon et des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais il est juste de dire que les conceptions elles-mêmes ont été influencées par une prise de conscience croissante que la guerre approchait, et le nombre commandé reflétait certainement l'éclatement du conflit et les pertes attendues ou réelles. Pour le Japon, cela s'inscrivait dans la série de programmes d'armement naval, également connue sous le nom de série de plans Circle, qu'ils ont rédigé. Pour le plan Circle-Four, autorisé en 1938 pour commencer en 1939 et couvrant environ 6 ans de travail prévu, un seul porte-avions était prévu, le Taiho, ainsi qu'une paire de cuirassés de classe Yamato, le 3e et le 4e de leur type. Cependant, plus tard, en 1938, est venu l'acte naval américain de 1938, également connu sous le nom de Second Vincent Act. Cela a appelé à une augmentation d'environ 20% de la force de la marine américaine au-delà des limites du traité devenu obsolète. Alors que les planificateurs japonais sont retournés pour réviser un nouveau programme Circle 5, ils ont également préparé une série de programmes d'expansion ciblés qui pourraient être mis en œuvre plus tôt. Premièrement, le programme supplémentaire temporaire d'armement naval qui a surtout renforcé les sous-marins, chasseurs de sous-marins et forces auxiliaires. Et ensuite, en partie comme une suite et en partie comme une réponse à la troisième loi Vincent, alias la loi Vincent-Walsh, alias la loi sur la marine à 2 océans, qui autoriserait entre autres choses la classe Essex dans son ensemble, la marine impériale japonaise a proposé le programme de supplément rapide d'armement naval et le programme supplémentaire d'armement naval. Ce dernier était principalement préoccupé par le renforcement supplémentaire de la flotte de sous-marins, mais le premier appelait à un nouveau porte-avions de flotte qui formerait la base de la construction future. Il serait nommé Unryu ou Dragon de nuages. En comparaison avec la marine américaine, qui construisait maintenant les Essex, qui étaient considérablement plus grands que leurs prédécesseurs immédiats de la classe Yorktown, la marine impériale japonaise prévoyait de revenir quelque peu du standard d'or qu'ils avaient établi avec les Shikaku et a plutôt adopté une option plus petite et donc plus facile et plus rapide à construire basée sur la classe Iryu, les prédécesseurs immédiats des plus grands Shikaku et Suikaku. Idéalement, ils auraient préféré un design entièrement nouveau, mais les tambours de guerre résonnaient et il serait beaucoup plus rapide d'adapter des plans existants que d'en élaborer de nouveaux. Cependant, tout le monde n'était pas content de cela. Le département de l'aviation de la marine japonaise était préoccupé par le fait que, puisque le design de base avait maintenant presque une décennie et avait été un peu plus petit à l'époque, et qu'il s'était avéré un peu plus compliqué à construire qu'il ne l'avait anticipé, et franchement, il n'était définitivement pas si grand maintenant. Il pourrait y avoir des complications lors de l'exploitation de nouveaux avions plus grands et plus lourds, qui étaient potentiellement sur le point d'entrer en service. Ils ont insisté sur le fait que les plans pour un navire plus récent et meilleur devraient en se poursuivre, mais pendant que le travail sur ce design progresserait en arrière-plan, il a été décidé de continuer avec le développement de l'Inryu au motif qu'il n'allait vraiment pas détourner de tout futur navire plus grand qui était de toute façon à quelques années de la pose de la quille, et dans l'intervalle, il serait préférable d'avoir des ponts d'envol supplémentaires, même s'ils sont quelque peu plus petits que l'idéal, que de ne pas en avoir du tout. Cela a été suivi par l'achèvement du plan Circle 5, qui prévoyait dans sa forme originale en termes de navire de capitale, un design de classe Yamato révisé, 2 super Yamato et 2 ou 3 nouveaux porte-avions super blindés dérivés du design Taiho. Le Hakuryu dans World of Warships est grossièrement basé sur ce concept. Mais cette dernière ambition a été modifiée pour un seul grand navire blindé et pour des navires de taille moyenne,
presque certainement de classe Unryu ou similaire. Mais tout ce plan a été à son tour plongé dans le chaos par la bataille de Midway, qui bien sûr avait paralysé les groupes de porte-avions de la marine japonaise par la perte de plus de la moitié de la force de la flotte de porte-avions existante en une seule journée. Cela conduirait à son tour au plan Circle 5 révisé, qui éliminait complètement les cuirassés, ainsi que le grand porte-avions, appelant d'abord pour 5 Kai Tai-He, ou porte-avions de conception Tai-He révisé, plus un total de 4 Unryu supplémentaires, et assez rapidement les Kai Tai-He's ont été éliminés en faveur de l'extension simplement de la série de conception Unryu, avec un total, y compris Unryu elle-même, de 16 de ces navires étant demandés, le navire 302 Unryu et les navires 5001 à 5015 dans l'option finale du plan Circle 5 modifié. Une fois cela théoriquement mis en œuvre, il y aurait une autre révision des nombres prévus. Le navire 5002 et le navire 5005 seraient annulés, leurs fonds, matériaux et espaces de cale sèche étant détournés pour la conversion du navire 110 en porte-avions. Le navire 110 étant le cuirassé Shinano alors en construction. Donc, si vous avez réussi à rester en avance sur tout cela, vous saurez que cela nous laisse avec un objectif final total de 14 porte-avions de classe Unryu. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui a changé entre les conceptions Iryu et Unryu? La première et la plus évidente des différences était de placer l'île du côté tribord. Iryu et Soryu avaient été construits avec des îles à bâbord et à tribord, respectivement, mais l'expérience avait montré que l'alignement à tribord était préféré, ce qui est arrivé juste à temps pour modifier Shikaku et Zuikaku de manière à être appariés de manière similaire, ce qui signifie que puisque Taiho et Shinano étaient tous deux des exemplaires uniques, les Unryus seraient la première classe de porte-avions de la marine japonaise à être conçue dès le départ avec uniquement des îles du côté tribord. De plus, la taille de l'île du pont a été quelque peu réduite par rapport à Iryu pour ressembler de plus près à Soryus, avec 3 ponts internes fermés et un dernier pont ouvert au-dessus, avec des équipements pour le dernier radar de type 21 et des télémètres anti-aériens préconstruits, mais la superstructure totale de l'île était plus volumineuse que le design de base, malgré une légère réduction de la hauteur en partie pour accueillir le nouveau radar, mais aussi pour supporter un certain nombre de canons anti-aériens légers pour incorporer des plaques d'armure résistantes aux balles et aux éclats et des zones de travail supplémentaires pour le capitaine du navire, possiblement un amiral, et leurs états-majors respectifs. Conformément à la plupart des philosophies de conception de porte-avions de la marine impériale japonaise, le conduit de la cheminée était dirigé vers le bas et vers l'extérieur plutôt que vertical, et une partie de cela a également été incorporée à l'arrière de l'île au lieu d'être séparée. Le gouvernail du Iryu, qui avait rendu le navire un peu encombrant, a également été remplacé par un design adapté du Soryu, ce qui a rendu les navires un peu plus agiles, une caractéristique qui, même en 1942, devenait de plus en plus évidente et dont les porte-avions avaient besoin. La forme générale de la coque n'a été que très légèrement modifiée et les dimensions globales sont restées les mêmes, mais au lieu de 3 ascenseurs pour avion, l'Unryu n'en comportait que 2, l'ascenseur du milieu étant celui qui a été perdu, mais les 2 restants ont été agrandis pour accueillir de nouveaux avions, et une partie du taux de cycle total qui a été perdu a été compensée par le fait que les nouveaux ascenseurs étaient un peu plus rapides à monter et descendre que les types plus anciens. Les câbles d'arrêt ont également été mis à jour pour faire face à des avions plus lourds et plus rapides qui étaient censés être déployés avec le navire, et un ascenseur à bombes séparé pour amener les munitions jusqu'au pont d'envol a été inclus, ce qui aiderait également à accélérer les opérations, car cela signifiait que les avions qui étaient prêts à voler à tous égards, sauf leur charge de guerre, pouvaient ainsi être amenés sur le pont, et ensuite chargés de bombes ou de torpilles pendant qu'ils attendaient, au lieu de devoir charger tout dans le pont du hangar avant de les autoriser à être déployés plus haut. La conception du navire serait continuellement modifiée pendant la construction, et l'un des changements majeurs incorporés à la lumière de l'expérience de la bataille de Midway a été l'installation d'un système d'extincteurs à base de mousse conçu pour recouvrir tout le hangar avec de la mousse à base d'eau traitée chimiquement et retardatrice de flammes en cas d'incendie. D'autres mesures anti-incendie comprenaient le placement des réservoirs de carburant d'aviation dans du béton pour tenter de prévenir les fuites dues aux dommages par choc, l'élimination des matériaux inflammables tels que le bois et le lino,
Et lorsque l'équipement incorporait ces matériaux ou d'autres matériaux dangereux, l'équipement était remplacé autant que possible par des versions qui utilisaient des matériaux inertes. Une meilleure ventilation pour éliminer les vapeurs de carburant et les fumées toxiques. Un système d'extincteur à base de mousse a également été installé, ce qui était assez important car non seulement il ferait un travail légèrement meilleur pour éteindre le type d'incendie que l'on trouve dans un hangar de porte-avions que l'ancien système de dioxyde de carbone aurait fait, mais c'était aussi un type d'extincteur à travers lequel les équipes de contrôle des dommages pouvaient travailler et se déplacer, contrairement au système de dioxyde de carbone qui nécessitait soit un recycleur, soit une très bonne capacité à retenir son souffle. La défense passive contre l'autre grande menace pour les porte-avions, la torpille, a également été renforcée avec un ensemble renforcé de cloisons anti-torpille. En revanche, l'armure était nettement inférieure à celle des porte-avions d'avant-guerre. Ayant maintenant abandonné l'idée de protéger le navire en général contre les tirs d'artillerie de navires de surface, on estimait que la protection n'était nécessaire que sur la majeure partie du navire contre les effets de souffle et d'éclats de bombes, de sorte que l'épaisseur maximale de l'armure était de 5,5 pouces autour des magasins, mais seulement 2 pouces ailleurs, y compris sur la machinerie. En raison des pénuries de temps de guerre, cette protection était finalement constituée de 2 plaques d'1 pouce laminées ensemble sur certains navires. Cela signifie que leur protection réelle était probablement d'environ 1 pouce et demi. L'armure du pont était assez mince, 2 pouces au plus épais et environ 1 pouce ailleurs. Cependant, des révisions de la conception signifiaient que les navires suivants seraient soit construits, soit prévus avec des valeurs différentes. De tous les navires prévus, nous connaissons les noms, ou probablement les noms dans un cas, de 7. Unryu, Amagi, Katsuragi, Kasagi, Aso, Ikoma et le dernier type de navire connu étant soit Kurama, soit Kaimon. Ceux d'entre vous qui comprennent le japonais reconnaîtront que la convention de nommage des navires a changé. Alors qu'Unryu suivait la précédente convention de nommage Dragon et Phoenix pour les porte-avions japonais, tous les navires suivants ont adopté la convention de nommage montagne établie par les croiseurs de bataille japonais et plus tard les croiseurs lourds. Comme il s'est avéré, la combinaison précise de la centrale électrique, de l'armure, des capteurs et des suites antiaériennes rendrait presque chaque navire qui a été réellement construit assez unique. Mais en termes d'armure, les informations mentionnées ci-dessus sont exactes pour Unryu, Amagi et Kasagi, tandis que Katsuragi et Aso auraient une armure de magasin qui n'était épaisse que d'environ 3 pouces, tout en étant les navires qui avaient la plaque de l'espace machine laminée. Ikoma et tous les navires prévus par la suite n'auraient qu'un simple 2 pouces d'armure de magasin avec une plaque laminée supplémentaire d'1 pouce fixée par-dessus, mais reviendraient à une plaque d'épaisseur unique pour les espaces de machine. Puis est venue la centrale électrique. On a estimé qu'il serait idéal d'adopter les centrales électriques à vapeur à haute pression plus récentes des designs Shikaku et Taiho, mais au final, une centrale électrique plus similaire à celle utilisée dans Hiryu, Soryu et la classe Megami a été adoptée, donnant 152 000 chevaux vapeur par l'intermédiaire de 4 vis pour une vitesse maximale de 34 nœuds. Mais même cette centrale électrique s'est avérée difficile à obtenir dans l'environnement de construction en temps de guerre, et donc Amagi et Kasagi seraient équipés d'un ensemble de machines légèrement plus lourd du type adopté par les croiseurs de la classe Ibuki, alors en construction. D'autres problèmes logistiques ont contraint Katsuragi et Asa à voler des centrales électriques à des destroyers en construction à l'époque. Et bien que ces centrales étaient de température et de pression plus élevées, elles étaient également censées déplacer un navire qui allait facilement être 8 à 10 fois le déplacement de leur coque initialement prévu, et donc, même avec quelques chaudières supplémentaires ajoutées pour faire bonne mesure, la puissance de sortie sur ces 2 navires a chuté à 104 000 chevaux vapeur, mais dans une merveilleuse illustration de la quantité d'énergie supplémentaire nécessaire pour déplacer des navires à une vitesse bien supérieure à 28-29 nœuds, malgré une baisse de puissance d'environ 1 tiers, la vitesse de ces 2 navires n'a diminué que de 2 nœuds à 32 nœuds, ce qui était encore raisonnablement respectable pour un porte-avions. Pour Ikoma et au-delà, il était prévu de réutiliser la machinerie de style Ibuki avec une pression réduite et une disposition simplifiée nécessitant probablement des cheminées séparées. Pour compenser cela, les hélices devaient être légèrement plus grandes.
En effet, ces changements, et d'autres dont nous discuterons plus tard, ont fait des navires à partir d'Ikoma une sorte de sous-classe, diversement répertoriés dans les documents japonais comme Kai-Unryu ou Kai-Kai-Hiryu, c'est-à-dire Unryu amélioré ou Hiryu amélioré amélioré, ce qui montre également à quel point les conceptions Hiryu et Unryu étaient étroitement liées, du moins dans l'esprit des concepteurs japonais. L'utilisation de petites centrales électriques de destroyers signifiait également que Katsuragi et Aso déplaceraient légèrement moins et une fois de plus, les poids varieraient considérablement. Comme prévu, Unryu aurait déplacé 17 150 tonnes standard, Amagi et Kasagi juste en dessous de 17 500 tonnes en raison de leur machinerie plus lourde, Katsuragi et Aso reviendraient à environ 17 250 tonnes grâce à leurs centrales électriques basées sur des destroyers, puis Ikoma et suivants reviendraient à environ 17 500 tonnes. On s'attendait à ce que le déplacement moyen chargé se situe autour de 20 000 à 20 500 tonnes et la charge complète quelque part autour de 22 000 tonnes, plus ou moins quelques centaines de tonnes selon le navire. Cependant, il semble qu'en raison des modifications apportées pendant la construction et peut-être de l'omission de certains contrôles précis sur le poids de ce qui était installé, un certain nombre de navires étaient en voie d'achèvement significativement en surpoids. Avec Kasagi répertorié fin 1943 comme pesant environ 900 tonnes de plus que son déplacement standard de conception et Katsuragi réussissant à dépasser 20 200 tonnes juste sur le déplacement standard lors de la livraison finale en 1945. L'équipement de détection était également partout. L'Unryu était censé avoir une paire de radars polyvalents de type 21 et un seul radar de recherche aérienne de type 13. Amagi et Katsuragi ont remplacé l'un des types 21 par un type 22 à plus courte portée mais de meilleure fidélité qui pouvait également servir de système de contrôle de tir et il est probable que les autres auraient encore varié, mais comme le radar est l'une des dernières choses qui finit par être installée sur un porte-avions, aucun des autres n'a réellement reçu ces ensembles. Tous les navires recevraient 3 ensembles d'hydrophones et un sonar actif de type 3, bien que là encore, la marque et le modèle des hydrophones variaient d'un navire à l'autre. La seule partie bénie de la cohérence dans tout cela était la partie la plus lourde des défenses actives. Chaque navire aurait une douzaine de canons polyvalents de 127 mm ou de 5 pouces montés en 6 montures jumelles, 2 paires à l'avant et une à l'arrière de chaque côté, ce qui était le même agencement que le Hiryu. Basé en grande partie sur le principe de jeter suffisamment au mur, et certains resteront, le nombre de canons de 25 mm de type 96 a constamment augmenté. À la fin de la construction, il est rapporté que Unryu avait 13 montures triples et 39 montures simples, Amagi 21 montures triples et 63 montures simples, et Katsuragi 22 montures triples et 66 montures simples, bien qu'il faille également noter que certaines sources disent que c'est une mauvaise traduction et qu'en réalité, il n'avait que les montures triples citées avec une poignée de canons de 25 mm simples, ce qui est possible puisque les simples cités, nombres avec les plus grands montages, se divisent en fait soigneusement par 3 dans les installations de montage triple. De plus, tous les porte-avions de la classe sont équipés d'un certain nombre de lance-roquettes de 4,7 pouces. Bien que superficiellement similaires aux lanceurs de projectiles non rotatifs utilisés au début de la guerre par les Britanniques, ces roquettes avaient environ les 2/3 du diamètre de celles-ci et détonaient sur un fusible à temps variable pour disperser une charge incendiaire et à base de shrapnel similaire à celle utilisée par les obus anti-aériens de type 3 dans la trajectoire des avions arrivants, contrairement aux petites mines aériennes de l'arme britannique. Ces derniers se présentaient sous la forme de lanceurs en boîte de 28 cellules, dont 6 étaient montés par navire sur Unryu et Amagi. Et les navires suivants auraient dû être armés d'une version plus récente, plus légère et plus facile à utiliser de 30 cellules, mais Katsuragi semble avoir été achevé avec l'ancienne version de 28 cellules en place, reflétant à quel point les choses devenaient désespérées. Il y avait aussi des rails de charge de profondeur et un petit approvisionnement de charge de profondeur fourni au porte-avions juste au cas où il serait forcé de se défendre contre des sous-marins à bout portant.
Comme prévu à l'origine, le groupe aérien devait se composer de 12 chasseurs A6M0 avec 3 pièces de rechange, 27 bombardiers en piqué D3A avec 3 pièces de rechange et 18 bombardiers torpilleurs B5N avec 2 pièces de rechange, pour un total de 57 avions opérationnels et 8 avions de rechange. Fin 1943, les chiffres opérationnels étaient les mêmes, mais les pièces de rechange avaient été abandonnées à un moment donné par la suite, probablement début 1944. Cela a été modifié à nouveau pour une charge de hangar de 21 A6M, 018 bombardiers en piqué D4I Judy, que les Japonais appelaient Suisei ou Comet, et 21 bombardiers torpilleurs B6N Jill, que les Japonais appelaient Tenzan ou Montagne Céleste. Cela signifierait 60 avions dans le hangar et 9 autres bombardiers en piqué et 2 bombardiers torpilleurs stockés dans un parc de pont. Une dernière révision survit d'octobre 1944, énumérant la charge utile pour Kasagi avec 18 de chaque type principal, les A6000 remplacés par des combattants, A7000 Surface to Air Missile qui était appelé en japonais le repu ou vent fort, plus 3 avions de reconnaissance 106N Saiyan ou nuages iridescents. Indicatif d'appel allié, MIRT, qui seraient tous stockés dans le hangar. Bien sûr, à ce stade, l'idée de remplir un porte-avions avec 57 avions, encore moins tous des types modernes, était au mieux fantaisiste pour la marine impériale japonaise. Les Ikama étaient prévus avec une charge utile légèrement différente. 17 chasseurs, 16 bombardiers en piqué et 27 bombardiers torpilleurs, plus 6 avions de reconnaissance pour un total légèrement réduit de 56 avec une charge de bombes et de carburant réduite, mais aucun de cette sous-classe ne serait réellement achevé. Parmi tous les navires prévus, les navires 5009 à 5015 ont été annulés à l'été 1943 car leur date de mise en service prévue de 1946 à 1948 était considérée comme trop longue. Ils ont ainsi rejoint le Kurama ou Kaimon qui avait été annulé pour des raisons similaires 3 mois plus tôt. L'Ikoma a été mis sur cale en juillet 1943, mais la construction a été arrêtée en novembre 1944. La coque a ensuite été lancée pour libérer la cale de lancement. Elle a finalement été démantelée après la guerre en 1946. Azo a été posée un mois plus tôt en juin 1943, également lancée en novembre 1944, mais les travaux sur elle ont également été arrêtés pendant ce mois. La coque serait touchée par des raids aériens en juillet 1945, alors que les Alliés nettoyaient beaucoup de navires japonais qui se cachaient encore dans divers ports, et elle a ensuite été sabordée, les restes étant relevés et démantelés en 1947. Kasagi avait été posée en avril 1943 et lancée en octobre 1944. Elle était un peu plus complète que Aso et Ikoma, et les travaux sur elle se poursuivraient jusqu'en avril 1945, date à laquelle elle a également été abandonnée, et le navire presque achevé a ensuite été démantelé en 1946. Cela laissait 3 navires qui étaient réellement achevés. En remontant dans le temps, Katsuragi a été mis sur cale en décembre 1942, lancé en janvier 1944 et achevé en octobre de la même année. La marine impériale japonaise a tenté de former un groupe aérien, mais elle a été transférée dans plusieurs ports de la mer intérieure. Et on lui a appliqué un camouflage intensif pour essayer de la fondre dans son environnement. Cependant, l'appel à des avions pour défendre diverses îles signifiait que son groupe aérien prévu était envoyé pour combattre à partir de bases insulaires sur la ligne de front et en mars 1945, elle a été soumise aux premières attaques par des avions de raid de la marine américaine n'ayant que ses canons anti-aériens pour la défendre. Cependant, ces dommages se sont avérés superficiels et elle a survécu à la guerre, étant réparée puis utilisée pour ramener chez eux près de 50 000 soldats et civils japonais tout au long de la fin de 1945 et du début de 1946. Elle a ensuite été démantelée à la fin de 1946 car, malgré un état globalement décent, le Japon n'était plus autorisé à avoir des porte-avions. L'Amagi avait été posée en octobre 1942, lancée un an plus tard, puis mise en service en août 1944. Elle a également navigué autour de la mer intérieure et a été camouflée, subissant des dommages légers lors de la même série de raids qui ont endommagé le Katsuragi en mai 1945.
Cependant, sa chance s'est épuisée fin juillet lorsqu'elle a été touchée par plusieurs bombes et a commencé à sombrer. Et puis un raid de suivi quelques jours plus tard a causé encore plus de dommages, après quoi elle a chaviré à bâbord et a coulé pour de bon. Elle était toujours là en 1946 lorsqu'elle a été partiellement démantelée sur place, car il était presque impossible de colmater tous les trous, et ensuite, une fois que les pires parties du navire avaient été démantelées, les restes ont été remis à flot et ensuite emportés pour être démantelés dans un environnement légèrement plus sec. Anne Riou elle-même a eu la vie la plus courte, mais la plus excitante. Elle a été mise sur cale en août 1942, lancée en septembre 1943 et mise en service en août 1944, seulement 4 jours avant la Maggie. Elle avait déjà vu des événements intéressants lorsque le corps aérien de Yokosuka avait testé le lancement d'un avion d'attaque polyvalent Aichi B-7 à Grace appelé Ryusei en japonais, qui est parfois traduit par étoile filante ou alternativement météore. Le nom était assez approprié dans ce cas, car le grand avion, qui était nettement plus lourd, plus long et plus large qu'un bombardier torpilleur des 4 blancs, avait besoin de fusées attachées à lui pour dégager le pont de Lunryu avec une pleine charge de guerre. L'avion était un projet étrangement terrifiant des usines d'avions japonaises. Il était seulement un peu plus petit que l'Avenger plutôt trapu, et il pouvait transporter une torpille, il pouvait fonctionner comme un bombardier en piqué, et il pouvait réellement surpasser certains modèles du A6000. Heureusement, la nature déteste les frimeurs. Un séisme a rasé l'usine avant qu'un trop grand nombre de ces véhicules soit construit. Le navire a ensuite été préparé à la hâte pour contrer les raids américains sur Iwo Jima, mais cette opération a été annulée et il a donc passé le reste d'août et de septembre à se préparer dans des eaux relativement sûres. Au début d'octobre, avec la mise en service d'Amagi et de Katsuragi, ils ont officiellement été incorporés comme la première division de porte-avions, bien qu'il n'ait pas un seul avion entre eux. Plus tard, ce mois-là, presque tous les autres porte-avions japonais ont été coulés lors de la bataille du Cap Engano, détournant Halsey de l'attaque ratée de Kurita sur les forces de débarquement américaines dans le golfe de Leyte. Comme pour ses sœurs, le corps aérien qui était censé fournir les avions aux porte-avions avait été détourné vers des tâches basées au sol et donc les porte-avions Ryojo et Junyo ont été ajoutés à la formation avec vraisemblablement l'équipage invité à courir sur le pont d'envol en faisant de petits bruits pour maintenir les apparences. Il était prévu d'utiliser la force d'une nouvelle façon. Après une introspection et beaucoup plus de recherches dans l'entrepôt, 21 avions de reconnaissance et 60 avions de chasse ont été trouvés et fournis aux 5 porte-avions. L'idée était d'utiliser les premiers pour localiser les cibles ennemies et les seconds pour escorter l'autre élément qui serait inclus, l'unité d'attaque Shinbu, une formation kamikaze qui irait ensuite détruire les cibles que les avions de reconnaissance avaient identifiées, avec les chasseurs là pour s'assurer qu'ils y arrivent réellement. Mais à la mi-décembre, le plan avait encore changé. Les kamikazes ont été retirés et envoyés en avance pour opérer depuis des aérodromes terrestres aux Philippines. Ces derniers devaient être complétés par l'avion kamikaze à propulsion par fusée Cherry Blossom, un missile de croisière guidé par l'homme, mais les bombardiers, qui étaient normalement utilisés pour les déployer, n'étaient plus considérés comme survivables s'ils essayaient de transporter leurs charges utiles aux Philippines. Les missiles devaient plutôt être acheminés sur place par porte-avions. Amagi a été initialement sélectionnée, mais l'équipage de Nryu avait plus d'expérience en mer, et donc elle a été chargée de 30 des missiles kamikazes, quelques petits bateaux de débarquement, 60 véhicules de divers types, principalement des camions, 1500 tonnes de munitions variées, 1500 troupes, quelques avions de transport, quelques bateaux kamikazes, et croyez-le ou non, ils ont effectivement réussi à trouver de l'espace pour un petit groupe aérien réel. Avec une petite escorte de destroyers, elle s'est mise en route pour renforcer la garnison sur l'île de Luzon, accompagnée de 2 destroyers de classe Matsu et du Shigur apparemment indestructible. Cela a été vu comme un bon signe, bien que le fait que Shigur ait plusieurs fois été le seul survivant de son unité ait apparemment été ignoré en silence. Le navire a pris la mer le 17 décembre, empruntant un itinéraire détourné pour éviter les zones connues d'embuscade des sous-marins américains. Le temps devenait de plus en plus sombre, mais leur chance semblait tenir bon. Inconsciemment, ils longeaient en réalité les bords d'un des 2 typhons,
dans lesquels Halsey avait navigué sa flotte pendant les dernières étapes de la guerre. Ainsi, la flotte américaine n'aurait rien pu faire face à la formation japonaise même en connaissant sa présence. Changeant de cap à plusieurs reprises pour éviter les mines occasionnelles qui étaient repérées à flot de vent, le porte-avions et ses escortes ont essayé de donner un sens aux mers bruyantes, tandis que l'eau apaisante permettait au moins d'envoyer des avions. Cependant, quelque part devant se trouvait l'United States Ship Redfish, un ballot classe 395. Les renseignements sur les signaux avaient été transmis, indiquant qu'il fallait s'attendre à une force d'intervention ennemie, et cela a été confirmé lorsqu'elle a été rapidement attaquée par un avion de patrouille japonais d'un type qui ne pouvait provenir que d'un porte-avions. Esquivant cette attaque, puis se dirigeant vers le porte-avions dont ils avaient repéré les mâts à l'horizon, le commandant McGregor, le capitaine du Redfish, a eu un coup de chance brillant. La formation japonaise zigzaguait pour essayer d'éviter les sous-marins et les tirs de torpilles à longue portée, mais leur dernier virage les a amenés directement vers lui, presque parfaitement alignés pour un tir. En effet, les journaux de bord du Redfish indiquent que le commandant McGregor a dû faire à peine un seul changement de cap, juste naviguer et attendre que les étoiles s'alignent. À courte portée, il a lancé une salve de torpilles. Unryu avait en fait détecté le sous-marin sur son sonar et son réseau d'hydrophone quelques minutes plus tôt, mais en si peu de temps, il n'avait pas été en mesure de diriger soit des avions, soit des destroyers pour enquêter lorsque le bruit d'un lancement de torpilles à bout portant a été entendu. À son crédit, le capitaine Kaname a immédiatement mis le navire dans un virage serré et il a réussi à esquiver presque toutes les armes entrantes. Presque. 3 torpilles ont joyeusement dépassé la proue, mais la 4e torpille a frappé le navire juste sous l'île, probablement le pire endroit pour un tel impact, car l'inondation et le feu ont paralysé 2 des chaufferies ainsi qu'une des salles des générateurs, tandis que l'explosion a également mis le feu à une partie de la cargaison qui, comme vous pouvez probablement le deviner à partir de la liste, était plus inflammable que d'habitude. Les tuyaux de vapeur ont éclaté et le porte-avions a dérivé jusqu'à être complètement hors de puissance. Il était paralysé, mais pas en danger de couler. Les systèmes anti-torpilles avaient fonctionné. Le Redfish était maintenant sous attaque par les canons du porte-avions qui avaient repéré son périscope juste avant l'impact. Bien que le risque soit moindre avec le courant coupé, un destroyer se rapprochait aussi rapidement par l'arrière. Le sous-marin a tiré ses torpilles arrière, mais le destroyer avait anticipé le mouvement et les a toutes esquivées. Le Redfish se retrouvait maintenant sans aucune torpille dans les tubes et beaucoup de marins japonais très en colère à proximité. À bord de l'Unryu, les incendies étaient en fait éteints et une partie de la centrale était en cours de redémarrage. Les camions en feu ont été jetés par-dessus bord et le porte-avions a repris sa route. Mais Redfish avait réussi à semer la confusion chez ses attaquants. L'approche habituelle d'un sous-marin face à un destroyer était de plonger en profondeur. Au lieu de cela, rechargeant désespérément, le sous-marin est resté proche de la surface où le sonar du navire de chasse était quelque peu moins efficace. Effectuant rapidement un 180, Redfish a tiré le premier tube arrière qui pouvait être rechargé et l'équipage d'Unryu a eu droit à la vue d'une autre ogive entrante. Malgré le tir de toute arme qui pourrait porter dans un effort pour détruire l'arme, elle a frappé juste devant le pont. Avec le navire déjà légèrement incliné à cause du coup précédent, cette explosion a déchiré le navire principalement au-dessus et a donc contourné la protection contre les torpilles, et soudainement une combinaison de carburant d'aviation et les munitions transportées à proximité étaient en feu. Quelques instants plus tard, une série d'explosions encore plus grandes a commencé, alors que le liquide enflammé était projeté loin et large, atterrissant sur de nouveaux objets explosifs qui eux-mêmes prenaient feu et explosaient, propageant ainsi le problème. Les incendies se sont vite propagés au hangar inférieur, et les missiles de cerisier en fleurs qui y étaient stockés ont commencé à détonner. Chacun portait une ogive de 2600 livres conçue pour paralyser un porte-avions, et il s'est avéré qu'ils étaient très efficaces pour cela. Il se trouve que le porte-avions qu'ils étaient en train de paralyser était le leur, et inutile de dire qu'après que les 52 000 livres d'explosifs présents aient détonné, les 10 autres missiles étaient stockés ailleurs pour ceux d'entre vous qui peuvent faire des maths rapides.
et l'explosion déclenchant également un certain nombre d'autres parties de la cargaison, il ne restait pas grand-chose de toute la proue et le navire a commencé à couler rapidement, emportant avec lui tous, sauf 145, des environ 3000 hommes à bord, se répartissant à peu près 50-50 entre l'équipage et les passagers. Cela en fait le naufrage d'un porte-avions ayant causé le plus grand nombre de victimes dans l'histoire jusqu'à présent. Le Redfish a fait face à une contre-attaque féroce, mais bien qu'obligé de plonger si profondément qu'il a en fait touché le fond marin, puis bombardé si durement que sa coque sous pression a craqué, l'eau s'est infiltrée par de nombreuses fuites, le sonar a été détruit, la direction s'est bloquée, et, pour couronner le tout, une torpille s'est activée dans son tube, il a réussi à survivre et est rentré au port en boitant, où, assez compréhensiblement, il a été immédiatement renvoyé chez lui pour des réparations importantes. La direction du Shigure a échoué en surface, la forçant à rentrer chez elle où sa malédiction-bénédiction a encore frappé. Les deux autres destroyers ont continué vers le sud et ont été peu de temps après détruits par des avions et des destroyers de la marine américaine dans ce qui s'est avéré être la dernière action de surface de la marine américaine contre la marine impériale japonaise de la guerre. Une fois de plus, Shigure a survécu, en tant que seule survivante de toute son unité. Avec la perte rapide de Shinano et Umryu en succession rapide, le corps d'aviation de porte-avions japonais a été totalement abandonné par la marine japonaise et tous les pilotes et avions restants ont été envoyés pour opérer à partir de bases terrestres.